merci Thomas d'avoir fait une bonne surprise. En effet, je n'étais pas au courant. Et ensuite, je vais dire juste quelques mots de présentation de Cédric Villani. Alors, je ne pense pas qu'il ait besoin de beaucoup de présentations. En effet, il est sans doute l'un des mathématiciens français les plus connus, depuis qu'il a reçu la médaille Fields en 2010. Donc, Cédric Villani est directeur de l'Institut Henri Poincaré et également professeur à Lyon et membre de l'Académie des sciences. Il a reçu donc la médaille Fields, qui est considérée comme la plus haute récompense en mathématiques. Donc souvent c'est l'équivalent du prix Nobel de mathématiques, bien que, comme vous savez sans doute, c'est pas tout à fait vrai, puisque on peut avoir la médaille Fields que si on est âgé de moins de 40 ans, je crois, ce qui n'est pas le cas du prix Nobel. Donc il a donc eu cette médaille, il est devenu ainsi l'un des 12 Français récipiendaires de la médaille, et les 57 récipiendaires depuis la création de la médaille Fields dans les années 20, je crois, 1924, comme ça. Et depuis, il est devenu un avocat fervent des mathématiques dans les médias en particulier. Il passe beaucoup de temps à vulgariser son domaine de recherche pour le bénéfice, je crois, des mathématiques. Alors, avant la médaille Fields, Cédric Villani a reçu de nombreux prix, en particulier le prix Poincaré, le prix Fermat. Il a eu un prix donné par la Société européenne de mathématiques, le prix Louis Armand de l'Académie des sciences, et j'en passe. Et il a reçu ce prix donc, pour ses travaux dont il va nous parler sans doute ce soir, autour de l'analyse et d'équations et de problèmes qui sont liés à la physique, en particulier autour de l'équation de Boltzmann, ce qu'on appelle aussi l'amortissement Landau, et puis un autre sujet qui s'appelle le transport optimal, je ne sais pas exactement ce qu'il en dira ce soir. Alors Cédric Villani a une scolarité très brillante. Il a été élève à l'école normale supérieure et il a fait sa thèse à l'école normale sous la direction d'une autre médaille Fields qui s'appelle Jacques-Louis Lyons, qui a eu la médaille Fields en 80. Ah, Pierre-Louis, pardon. Jacques-Louis, c'est son père, qui était aussi un éminent mathématicien. Mais Pierre-Louis, voilà, a eu la médaille Fields en 94, je crois, c'est ça. Voilà. Et avant cela, donc Cédric a passé son enfance à Brive, je crois, puis Toulon. Et puis, bon, il y a une petite tâche dans son curriculum, c'est qu'il n'est pas ancien élève du lycée Hoche. Voilà, mais c'est bien marié, voilà. Donc il a fait sa classe préparatoire au lycée Louis-le-Grand, avant d'intégrer l'école normale supérieure. Et il y a quand même un ancien médaille Fields, peut-être, qui est ancien élève du lycée Hoche, c'est Vandelin Werner, qui a eu la médaille Fields en 2006. Voilà. Alors je vais laisser la parole à Cédric, et je ne vais pas être plus long, parce que je crois que c'est ce que vous attendez tous. Très bien, bonsoir tout le monde. Merci beaucoup pour cet accueil chaleureux. Et merci Cédric pour la présentation. Merci pour ce titre qui vient de m'être conféré. Je me permets de reprendre un tout petit point de détail dans la présentation de Cédric. À l'époque où j'ai fait ma thèse, j'étais effectivement à l'école normale supérieure, mais mon directeur de thèse, lui, était professeur à l'université Paris-Dauphine. Donc quelque part, il y a aussi l'université Dauphine dans mes gènes. Et on va se lancer dans un programme ambitieux ce soir. Des triangles, des gaz, des prix, des hommes. On va commencer par enlever ça peut-être parce que je crois que ça cache la vue à certains d'entre vous. Voilà. Alors on découvre, vous savez. Voilà. Voilà. Là on est mieux comme ça. Bon, si on veut aller jusqu'au bout de la démarche, on touche les là, parce qu'elle est débouchée. Et puis, on peut la poser par terre. Voilà. La présentation, c'est important pour la communication. Alors, aujourd'hui, ça ne va pas être une leçon de maths, mais on va parler de mathématiques et on va parler de beaucoup de choses. Triangle, gaz, triangle, ouais. Ça fait un paquet de choses. Et on va y aller petit à petit, tranquillement. Et il va s'agir d'un événement de type culturel, puisque on va évoquer beaucoup de sujets qui font partie de notre culture, notre société. Et on va commencer par un petit topo sur la nature des sciences mathématiques. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est une vie personnelle. J'aime bien utiliser cette image. Tout le monde m'entend bien, au fait, au fond, là-bas?
Là-bas, c'est pas bon? Ouais, peut-être qu'il faut peut-être un... Bon, on va parler un peu fort, il ne faut pas non plus que ça casse les oreilles des motivés du premier rang. Voilà. Alors ça, chers amis, c'est la Dame de Chalotte, l'héroïne d'un poème assez triste de Alfred Lord Tennyson. Ça tombe bien justement que nous aurions un professeur d'anglais juste avant. Et dans ce poème, dont l'action se situe dans les temps arthuriens, la pauvre héroïne est frappée d'une malédiction qui lui interdit formellement de regarder le monde directement, de simplement jeter un coup d'œil à sa fenêtre. À la place, elle doit tout regarder à travers le miroir que vous voyez ici, à gauche. Et cette pauvre Dame de Chalotte, il y a un petit problème de... Là, elle a l'air plus grasse qu'elle n'est en réalité. Il y a un petit problème sur la... Bon, c'est pas gênant, mais on verra tout à l'heure si ça gêne. Il faut que je change la résolution, parce qu'elle est plus élégante que ça, hein, en vrai. Et qu'est-ce qui lui arrive à un moment passe Lancelot, puis il est tellement beau qu'elle défie la malédiction et le regarde directement. Et puis, bon, c'est tragique, hein, elle meurt, son corps dérive sur les flots qu'on voit là par la fenêtre et tout ça. Alors, c'est un beau poème, hein, je vous le recommande. Ça a fait l'objet d'ailleurs d'une belle chanson de Lorena McKinnitt. Et beaucoup de gens se posent la question, qu'est-ce qu'il a voulu dire, l'auteur, avec ça? Peut-être qu'il voulait rien dire du tout, hein, c'était l'inspiration. Est-ce qu'il y a un symbole et tout ça? Comme il n'a pas laissé d'indication, on a le droit de penser ce qu'on veut. J'aime bien penser que c'est une allégorie du mathématicien, ou de la mathématicienne en l'occurrence, condamnée à ne regarder le monde réel qu'à travers le reflet des équations abstraites. Et il faut bien voir que c'est vraiment un reflet. On comprend bien quand on se met à faire de la physique mathématique. Très souvent, on n'arrive pas à obtenir des résultats qui sont directement applicables, mais à travers l'étude des équations, on comprend des phénomènes et des principes qui sont importants pour la physique. Et certaines de ces formules abstraites, c'est le reflet de choses extrêmement concrètes. Ici, par exemple, l'équation d'Euler, c'est la plus respectée, la plus ancienne, des équations qui décrivent des fluides comme celui qui va entraîner le corps de la pauvre Dame de Chalotte, et qui ne décrit pas de façon sensible ou de façon purement descriptive, qui permet de prédire ce qui va se produire plus tard dans le fluide. Et pour un ingénieur, ça peut être quelque chose d'important. Si vous êtes ingénieur, si vous travaillez en hydrodynamique et tout ça. Alors avant de continuer, je vais quand même essayer de régler la résolution. Alors, préférence système, moniteur, c'est quoi l'échelle? Alors qu'est-ce qu'on essaye ça? Ok. Bon. Alors. C'est pas mieux, hein? Écoutez, il faut être tenace dans la vie. Surtout quand on est chercheur. On va essayer là. C'est pareil. Toujours pas. Voilà. Allez. Non plus. Qu'est-ce qu'on a là? Optimiser pour moniteur de type inconnu. On peut toujours essayer ça. Hein? Oui. C'est pareil. Vous voyez une amélioration, mais moi je vois que c'est toujours pas exactement comme ça devrait être. Mais il faut aussi savoir reconnaître quand il ne faut pas s'obstiner. Et donc on va continuer. Alors, pareil, là, vous voyez, Riemann, il a un peu d'embonpoint. En fait, il était plus mince que ça, même maladif.
Et comment on va introduire Riemann, qui est l'un des personnages les plus extraordinaires de l'histoire des sciences? D'abord, en rappelant que dans le monde mathématique, il y a beaucoup de problèmes, des questions qu'on ne sait pas résoudre, tant qu'on veut, et de plus en plus. Pourquoi de plus en plus? Parce que chaque fois qu'on résout un problème, naturellement, ça entraîne plusieurs autres questions qui se posent. De sorte que le nombre de problèmes ouverts en mathématiques il est beaucoup plus grand maintenant que ce que c'était il y a 20 ans. Chaque année, on démontre dans le monde peut-être 200 000 théorèmes, quelque chose comme ça. Il faut essayer de se représenter ça. Bon, ils ne sont pas tous aussi importants les uns que les autres. Il y a des petits, il y a des grands. Il y en a qui sont faux dans le tas, après, des fois on va corriger, des fois pas. Mais enfin, 200 000 nouveaux théorèmes. Et dedans, il y a des théorèmes que quand vous les démontrez, vous les montrez à vos collègues, ils vous disent « Ouais, bon, d'accord, et puis quoi ?» Et il y en a d'autres, vous les démontrez, ils tombent en arrêt. « Ah, extraordinaire !» Il y en a, si vous les démontrez, vous faites l'histoire. Alors, si vous demandez aux gens c'est quoi le problème le plus important, les mathématiciens, ben, ça sera variable. Les réponses dépendront du mathématicien à qui vous posez la question. Mais si vous demandez quel est le problème le plus célèbre, là, il y a de très fortes chances que votre interlocuteur vous réponde l'hypothèse de Riemann. Le problème pour lequel on se damnerait. Pour résolver ça, ça vaut au moins 10 médailles Fields. Et qu'est-ce qu'elle dit, l'hypothèse de Riemann? Alors, voilà, vous voyez pas très bien le chef pour grave. Là, c'est un graphique d'une fonction. L'hypothèse de Riemann, elle parle de cette fonction. Fonction de zeta de Riemann, la somme des 1 sur n puissance s. Jusque-là, on comprend. Hein? Si s est strictement plus grand que 1, cette somme converge. Et ça, c'est vrai que s soit réel ou complexe, pourvu que la partie réelle soit strictement plus grande que 1. Si s égale 1, c'est la somme des inverses entiers, on sait que ça diverge. Ça vaut plus l'infini. Ouais, c'est bien défini, simplement, ça a une valeur infinie. Alors, il se trouve que cette fonction, définie dans un demi-plan complexe, pour la partie réelle strictement plus grande que 1, on peut l'étendre au plan complexe tout entier, et avoir ainsi une fonction bien définie, qui va prendre certaines valeurs complexes. Et il se trouve que cette fonction, et les valeurs que prend cette fonction, ça joue un rôle important en théorie des nombres, en particulier pour comprendre la répartition des nombres premiers. Et Riemann avait observé, avec des calculs explicites, des calculs approchés, qu'il lui semblait qu'il y avait deux catégories d'endroits où la fonction s'annulait. D'une part, certains entiers-négatifs, et d'autre part, des nombres complexes dont la partie réelle est égale à 1,5, alignés sur une droite, donc dans le plan complexe. Alors, il avait observé ça, il avait conjecturé que c'était vrai, et il avait montré quelles implications importantes ça avait. On appelle ça maintenant l'hypothèse de Riemann. En 1900, ça a été présenté comme l'un des 23 problèmes les plus importants de l'époque. En 2000, ça a été représenté comme l'un des 7 problèmes mis à prix par le Clay Mathematics Institute. Et ça reste toujours le problème considéré comme le plus célèbre. D'une part, par sa simplicité, hein, je vous ai donné l'énoncé. D'autre part, par le fait qu'on a tellement d'indices et pas de preuves. Hein, on a vérifié sur des centaines de milliards de zéros. On a calculé des centaines de milliards et tous y sont alignés sur la partie réelle, sur la droite, la partie réelle égale à 1,5. Dès qu'on a eu des ordinateurs, en fait, on a commencé à faire des calculs approchés. Dès les années 50, on en avait calculé quelques-uns. Maintenant, on a calculé des centaines de milliards. Mais la mathématique, c'est la seule discipline de l'esprit humain dans laquelle 100 milliards d'indices concordants ne suffisent pas à convaincre. Il nous faut une preuve. Et ça, c'est dur. C'est mis à prix pour $1 million, mais pour ceux qui veulent gagner des millions,
faites pas ça. Hein. Trouvez autre chose. Plein d'autres façons, beaucoup plus simple de gagner $1 million. Alors, cette hypothèse, elle a fait fantasmer à un moment un journaliste scientifique. On voit ici, c'était il y a 10 ans, un article dans The Guardian parlant du Saint Graal mathématique. Ça tombe bien, on continue avec une allusion à la légende du roi Arthur, pourrait apporter le désastre à Internet. Et vous vous dites là, en lisant l'article, peut-être que c'est quelque chose d'important et de puissant. Sauf que, visiblement, le titre prouve que le journaliste n'a rien compris. Pourquoi désastre à Internet? Parce que pendant très longtemps, on a utilisé les nombres premiers pour faire de l'encryptage sur Internet, hein, pour sécuriser les codes et tout ça. Maintenant, on a changé. Hein. Maintenant, c'est d'autres méthodes, le logarithme discret, par exemple, courbes algébriques. Mais à une époque, c'était ça. Et ça reposait sur le fait que c'est très dur de trouver les facteurs premiers d'un très grand nombre composé. Vous prenez un nombre de 100 chiffres, pour retrouver les facteurs premiers qu'il compose, et ben, vous allez en baver. Et donc l'idée, c'était que grâce à l'hypothèse de Riemann, on pourrait trouver les nombres premiers composant ça beaucoup plus facilement. Alors ça ne marche pas parce qu'en fait, si l'hypothèse de Riemann est vraie, la conséquence principale sur les nombres premiers, c'est qu'ils sont répartis en gros au hasard, quand on regarde les choses de loin. Alors, à quoi ça nous avance pour les retrouver, ceux qui ont composé un nombre donné? Réponse à rien. Donc on voit que c'est vraiment pas ça la question. Et puis, c'est même pas ça la question parce que c'est très au-delà de ça. L'hypothèse de Riemann, c'est pas parce qu'il y a des conséquences possibles sur Internet qu'elle est importante. C'est parce qu'elle occupe un rôle central dans un domaine qui fait rêver depuis des millénaires, la théorie des nombres, et aussi parce qu'elle est au centre d'un paquet de connexions qu'on comprend mal. Par exemple, la physique quantique. Une connexion toujours non comprise entre les statistiques qui régissent les espacements des zéros de la fonction de Riemann et les valeurs d'excitation d'un atome aléatoire, tel qu'on peut en construire des modèles mathématiques. Et personne ne sait pourquoi. Ça, c'est le genre de choses qui nous importent. L'idée que derrière, il y a un secret à découvrir qui recèlera beaucoup de choses. Alors, il y a un romancier anglais qui a, l'été dernier, publié un ouvrage, The Humans ou quelque chose comme ça, un roman dans lequel précisément il imagine qu'un professeur anglais a réussi à démontrer l'hypothèse de Riemann et qu'une civilisation extraterrestre très avancée envoie l'un des leurs pour prendre sa place, effacer toutes les traces de la démonstration, parce que ça permettrait à l'humanité d'accéder à un stade supérieur de technologie qui aurait des conséquences dramatiques pour la galaxie, ou pour la même galaxie. Bon, il y a plein de choses intéressantes. Il est rigolo cet ouvrage. Alors, Riemann s'est pas contenté de nous fournir une hypothèse qui fait rêver les gens. Il a aussi fait avancer un peu tous les domaines de la mathématique. On lui doit la géométrie non euclidienne, qu'on a baptisée riemannienne en son honneur. C'est lui qui a formalisé la façon les axiomes de base qui nous permettent d'en faire. Dans le monde non euclidien, les unités de longueur peuvent varier d'un endroit à l'autre, d'un point à l'autre de l'espace. Et on n'a plus de notion de droite. Ça n'a pas de sens de parler de droite si on n'est pas dans un plan, dans un espace plat. Mais on a quand même une notion de plus court chemin. La droite, c'est le plus court chemin entre deux points, en géométrie euclidienne. Eh bien, en géométrie non euclidienne, on peut encore définir la notion de plus court chemin. De la même façon que sur un relief accidenté, on ne peut pas parler de la droite qui va joindre le vallon au sommet de la colline, par exemple. Il faut grimper une colline. Mais vous pouvez parler du plus court chemin, qui est celui qui va demander le moindre effort. Et donc on garde ça en géométrie riemannienne, et ça nous fait des unités, des éléments de base, des analogues des droites, on les appelle des géodésiques, qui sont courbés. Comment comprendre toute la multitude de géodésiques possibles, dans toute la multitude de géométries possibles? Et Riemann, à la suite de son maître Gauss,
nous a fourni l'objet qui, encore aujourd'hui, sert de base à la compréhension des géométries non euclidiennes. On l'appelle la courbure. Si les géodésiques ont tendance à se rapprocher ou à s'écarter moins que de droite dans un plan, on parle de courbure positive. Et ça se traduit sur la forme des triangles par le fait que ces triangles, ils ont l'air tout gras. On verra dans quelques instants. En revanche, si ça a tendance à s'écarter davantage que les droites, c'est une situation de courbure négative, et ça se traduit par le fait que les triangles sont tout maigres. Voici une géométrie typique de courbure négative. Alors imaginez que ça c'est un cercle, hein. Vous voyez qu'il reste une certaine distorsion. Dans cette vue de l'artiste Escher, tous les poissons ont la même dimension, mesurée dans les unités de la géométrie correspondante, géométrie hyperbolique ou géométrie de Lobachevsky, comme on dit. Voici ici un triangle géodésique. Vous voyez ici, les trois courbes sont des segments géodésiques qui nous permettent d'aller au plus proche, au plus court chemin entre les points qu'elles relient. Observez que le triangle est maigre, ne serait-ce que parce que la somme des angles est inférieure à 180 degrés. Géométrie courbure négative. Contraire, sur une sphère, les triangles y sont gras, et là on est dans la courbure positive. Ici, on se convainc facilement que les trois angles sont droits, ce qui nous fait 270 degrés pour la somme des angles. Petit exercice, sur une sphère, quelle est la somme des angles maximale que peut fournir un triangle? Tracer un triangle géodésique sur une sphère, la somme des angles, elle peut aller jusqu'à combien? C'est pour les élèves, ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Là, on voit que déjà on peut faire 270. Est-ce qu'on peut faire mieux? 540. Ouais, bien joué. Rapide. 540. 540. Trois angles plats. Trois angles de chacun 180 degrés. Comment vous faites? Ben, vous tracez trois points sur l'équateur, par exemple. Ça vous fait donc un triangle. Et les trois angles sont plats, 180 degrés. Alors on montre que c'est le maximum. On montre qu'un triangle tracé sur la sphère, la somme des angles est forcément comprise entre 180 degrés et 540 degrés. Et on montre qu'il y a une relation directe entre cette somme des angles et la surface du triangle. De sorte que vous pouvez calculer la somme des angles rien qu'en connaissant la surface. Et donc c'est pas un hasard si cette somme des angles maximale, elle correspond aussi à une surface maximale, puisque ça va être tout l'hémisphère, la surface qui est enserrée. Voilà, ça c'est les bases de la géométrie riemannienne, telle qu'elle s'est mise en place au cours du XIXe siècle, et telle qu'elle continue maintenant à être utilisée. Bon. Alors, géométrie riemannienne, c'est très inspirant, et on le voit sur des exemples, comme ces jolies images prises dans un musée des sciences à Dublin. Corail hyperbolique, c'est comme ça que ça s'appelle. Comment c'est fabriqué? Une règle toute simple, courbure négative constante. Comme la sphère qui est courbure positive constante, mais inversée. Et donc c'est la même géométrie que l'image que j'ai montrée tout à l'heure avec les petits poissons. Et regardez, hein, ça ressemble à du corail. Donc ça s'appelle le Museum of Hyperbolic Coral Reef. Si vous passez à Dublin, allez faire un tour. C'est très rigolo de pouvoir tâter le corail hyperbolique. Alors il y a quelques années, à la Fondation Cartier pour l'art contemporain, il y avait ça qui était exposé comme figure. Ça s'appelle une pseudosphère. Et la règle qui est derrière, c'est que c'est aussi courbure négative constante. Si on trace un triangle dessus, il va avoir la même propriété que le triangle qu'on trace sur le corail hyperbolique. Et puis dans cette image qui a été primée dans un concours de graphisme mathématique il y a quelques années, vous voyez cette espèce de toupie là.
C'est un assemblage de petits anneaux. Chacun de ces anneaux, si vous regardez bien, ça ressemble à une selle de cheval. La selle de cheval, c'est un truc qui remonte par devant et par derrière et qui descend sur les côtés pour laisser passer les jambes. Et c'est aussi courbure négative constante. Les crêtes ne sont pas comprises. Il y a des crêtes qui sont des zones de singularité. Partout à l'extérieur des crêtes, la courbure est négative constante. Alors, vous voyez, ici, sur cet exemple, on comprend mieux un principe fondamental en mathématiques. Mathématiques, il ne s'agit pas seulement de représenter le réel sous forme abstraite, comme je le rappelais sur la première image, il s'agit aussi de l'ordonner, de le classer, de le comprendre. Henri Poincaré a dit « Faire des mathématiques, c'est donner le même nom à des objets différents ». Ici, vous avez une illustration. Pseudosphère, corail hyperbolique, attracteur étrange en forme de toupie, 3 objets différents, mais la même géométrie, courbure négative constante. Ici, on a quelque chose qui classifie, qui ordonne. Et on va reciter Poincaré sur la science en général. On fait la science avec des faits, comme on fait une maison avec des pierres, mais une théorie scientifique n'est pas plus un amas de faits qu'une maison est un amas de pierres. Le savant doit ordonner. Et ici, on a l'exemple du pouvoir ordonnateur des concepts mathématiques. Riemann, il s'est intéressé à la courbure avec la curiosité d'un mathématicien. Et puis son travail a été repris par d'autres mathématiciens, comme Ricci Curbastro au début du XXe siècle, un géomètre italien. Et puis un jour, comme ça arrive souvent, ce concept, il est sorti du champ mathématique pour passer du côté de la physique. Avec Einstein, par exemple. Il y aura bientôt 100 ans, ça fera 100 ans l'an prochain, la publication de la théorie de la relativité générale. Cédric Defayet travaille avec ce type de théorie. Et Einstein, il a compris à sa grande surprise que la pierre angulaire pour sa théorie, c'était le concept mathématique avancé, c'était la courbure de Ricci. Et d'un coup, l'invention, le bébé de Riemann, qui était confiné à la sphère mathématique, s'est retrouvé propulsé au rang de star dans la sphère physique, et même a modifié notre conception de l'espace et du temps. C'est souvent comme ça. Et bien sûr, il s'écoule beaucoup de temps entre les deux phénomènes. Riemann, c'est dans les années 1850, Einstein 1915, vous voyez, 60 ans qui s'écoulent entre l'apparition du concept mathématique formalisé, son perfectionnement et son intrusion dans la sphère physique. Alors, si on attend encore, il se peut que ça déborde encore dans la sphère technologique. Ça a été le cas. Et la relativité générale, c'est l'un des fondements d'un des principes fondateurs du GPS. Sans les corrections relativistes, impossible d'avoir une mesure précise, suffisamment pour être exploitée par un GPS. Et là, un jour, voilà comment se retrouve finalement la courbure de Riemann dans les voitures de millions d'utilisateurs qui n'ont jamais entendu parler de Riemann. Mais on voit bien que derrière, il y a Riemann, Ricci, Einstein et puis des centaines d'ingénieurs, de mathématiciens qui se sont penchés sur ce problème. Comment se repérer dans l'espace de la manière la plus précise possible? Alors vous pouvez vous en souvenir aussi du fait qu'il y a du Einstein là-dedans. Vérifiez, si vous démontez le GPS, vous verrez bien à l'intérieur. Alors, Riemann, il s'est intéressé à décrire la physique qui l'entourait aussi, mais pas du côté de la relativité générale. En revanche, il était le premier à s'intéresser au problème des singularités dans les fluides. Où, ici, par exemple, vous voyez cette image. Ça, c'est une Kalachnikov en train de tirer. Vous pouvez être insensible à la poésie de l'image, mais quand même sensible à la poésie de ces singularités. Ici, vous voyez, il y a des changements brusques de propriétés du gaz, de l'air, dans le sillage de la balle, et puis à partir
du point d'éjection de la balle. Vous avez des ondes de choc qui s'agrandissent, comme des sphères ici, comme des cônes ici. Et Riemann a été le premier à essayer de mettre ça en équation. De nos jours, c'est un pan mathématique entier. En fait, Riemann s'est intéressé à tout. Et quand vous comparez les dates de Riemann, qui est mort plus jeune que mon âge actuel, avec la liste de concepts qu'il nous a légués, vous prenez peur, même si vous êtes un mathématicien endurci. Et tout ça fait de Riemann un personnage romantique, un peu unique, très inspirant dans l'histoire des sciences. Très inspirant tout court d'ailleurs, et je me souviens d'avoir rencontré il y a quelques années une chanteuse de rock mondialement célèbre qui me disait qu'elle allait de temps à autre se recueillir sur la tombe de Riemann pour y trouver l'inspiration. Se recueillir sur les tombes des grands anciens, c'est une activité que je vous recommande, et moi-même, je l'ai pratiquée. Ici, nous sommes à Vienne, en 2006, et c'était la commémoration de la mort de Boltzmann, donc c'était 100 ans après le tragique suicide de Ludwig Boltzmann, un physicien autrichien. J'avais travaillé sur son équation pendant des années, j'étais l'un des spécialistes, je faisais partie de la famille, quoi. Alors j'étais invité dans ce colloque en spécialiste de l'entropie de Boltzmann, et puis je me suis dit, il faut absolument que j'aille voir Boltzmann au cimetière. Je savais qu'il était là, le cimetière central de Vienne. Alors quand vous y allez, il faut savoir qu'il y a des personnages célèbres qui sont là, il faut savoir que c'est gigantesque, et il faut savoir que, au moins si vous arrivez un peu tard, il n'y a pas de plan. Alors j'étais là, regardant l'immensité du cimetière, en me disant, mais comment je vais faire pour le trouver maintenant? J'ai demandé secours à une famille qui était installée sur un banc à quelques mètres, là, et j'aurais dit, est-ce qu'il y a un plan quelque part? On dit, non, non, rien du tout, qui vous cherchez? Et moi je réponds Boltzmann en disant, peut-être qu'ils ont entendu parler, peut-être qu'ils savent. Sur cette tombe, il y a la formule de l'entropie de Boltzmann, vous voyez là au-dessus, S égale K log W, c'est précieux quoi, c'est une formule magique encore plus importante à tous les coups que E égale MC2, on l'expérimente tous les jours, parce que ça nous renvoie à la nature atomique du monde et tout ça, c'est quand même un lieu de pèlerinage quoi. Alors peut-être qu'ils ont entendu parler. Alors Boltzmann, et puis il me répond, puis je vois le père de famille qui me regarde avec un air pétillant et qui dit « Ah, S égale K log W. » Ah, il connaissait. Et puis il m'a emmené jusqu'à la tombe, c'est lui qui a pris la photo, quoi. Et vous voyez, je vous disais que c'est une formule magique, c'est carrément le mot de passe pour les initiés. Alors pourquoi c'est si important hein? Avec Boltzmann, là encore, c'est notre vision du monde qui a changé. Avec Boltzmann et Maxwell, qui étaient les deux héros, dans les deux sens du terme, hein, les héros au sens d'annonciateurs, les héros au sens de ceux qui étaient les grands acteurs, d'une révolution scientifique qui s'est déroulée dans les années 1860, où on s'est mis à considérer le monde qui nous entoure comme fait de beaucoup d'objets, d'unités microscopiques. C'était un changement extrêmement audacieux. Et imaginez là, l'air est calme autour de nous. Avant, Maxwell et Boltzmann ont pensé à ça comme zéro, pas de mouvement. Après Maxwell et Boltzmann, on y pense comme une assemblée de milliards de particules qui partent dans tous les sens avec toutes sortes de vitesses extrêmement rapides qui nous cognent sans arrêt. Quand même, ça paraît bizarre. Et il fallait beaucoup de force de persuasion et de talent physique et mathématique pour convaincre les gens. Et c'est resté une théorie pendant plus de 40 ans. Pendant plus de 40 ans, c'est resté une théorie pas du tout majoritaire parmi les scientifiques. C'est au début du XXe siècle que la donne change. Alors, dans le monde de Boltzmann, dans le modèle de Boltzmann, on représente un gaz comme un paquet de petites molécules, de petites particules, qui vont dans tous les sens et qui se collisionnent sans arrêt, et on est incapable de prédire la trajectoire de l'une de ces particules. Alors,
on serait capable de prédire si on y avait accès. Vous voyez, de temps en temps ça se colle, les vitesses changent exactement comme dans un jeu de billard, un très grand jeu de billard. Mais comme le jeu de billard est gigantesque, c'est impossible en pratique de calculer ces trajectoires. Et Maxwell et Boltzmann montrent que si on demande une description statistique de cet objet, on arrive à faire des prédictions très sûres. Ici, Boltzmann à gauche, Maxwell à droite. Et en haut, la description d'une distribution de vitesse, une distribution statistique de vitesse des particules. En fonction de la vitesse, on se demande quelles sont les vitesses qui sont très représentées ou peu représentées. Peut-être 50% de particules vont vers la droite, et ainsi de suite. Et on change la question d'une question probabiliste. Ça s'inscrivait dans l'une des aventures fascinantes de l'histoire des sciences et de l'humanité tout court, apprivoiser le hasard. Le hasard, par définition, c'est ce qu'on n'arrive pas à prédire. Vous lancez une pièce en l'air, est-ce que ça va retomber sur pile ou face? On ne sait pas. Mais la magie de la statistique, c'est que si au lieu de lancer la pièce en l'air une fois, vous la lancez en l'air 1 million de fois, eh bien vous savez très bien ce qui va se passer. En gros, 500 000 piles, 500 000 faces, si la pièce n'est pas truquée. Et le problème se pose à partir des années 1700. À peu près 30 ans plus tard, Abraham de Moivre, huguenot émigré en Angleterre pour fuir la persécution religieuse qui a suivi la révocation de l'Édit de Nantes en France, Abraham de Moivre découvre la loi gaussienne, évidemment on ne l'appelait pas encore gaussienne, la fonction la plus importante de toute la statistique, et l'une des plus importantes de toute la mathématique. En gros, c'est exponentielle moins y carré, on la retrouve partout cette fonction. En particulier dans les fluctuations d'un jeu de pile ou face. Lancez votre pièce en l'air 1 million de fois, et demandez-vous quelle est l'erreur par rapport à 500 000,